On est-tu prêt à démarrer? Oui, Là? Ça y est. Parti. Incroyable. Alors, le biodôme est né d'une chance, au fond. On voulait rapprocher nos collègues de l'aquarium et du jardin zoologique. Et quand est arrivée l'idée du biodôme, qui était là parce qu'il y avait à côté le parc olympique, c'est notre voisin depuis 15 ans. Alors, les relations n'ont pas toujours été faciles puisqu'on avait des vocations différentes. Les relations se sont améliorées en 80. En 80, on avait fait les Floralies. Et les Floralies nous avaient fait découvrir l'extraordinaire beauté de cet édifice qui est l'ancien Vélodrome. Donc, avec ses grands lanterneaux lumineux, avec tous ces espaces aussi. Et on avait transformé le Vélodrome, vous vous en souvenez, en immense jardin de fleuris. Tous les scientifiques se réunissent puis on dit, voilà, halte à la croissance, il faut diminuer, changer les comportements. On est en train de tuer la planète Terre, la couche d'ozone, la disparition des forêts amazoniennes. Et tout ça, on est très sensible à ce discours. Sauf que nous, comme membres d'une société, comme individus, qu'est-ce qu'on apporte à nos concitoyens pour faire un pas de plus? Et c'est là qu'est arrivée l'idée du biodôme en 87. Et voilà. Allez, on flexible. Ah non, il a dit du monde beau, pas du monde net. Pour nous, c'est un peu un cri d'espoir, au fond. C'est un cri d'espoir en la nature. C'est un cri d'espoir aussi en l'homme, en l'avenir.
On pense que l'homme est assez sage pour vivre en harmonie avec la nature. Et si on n'a pas cet espoir-là en nous, si on ne le porte pas, puis si on ne le véhicule pas, je pense qu'on perd beaucoup de choses. On perd beaucoup le goût de vivre, la raison de vivre. Et c'est ça qui divise actuellement les environnementalistes, certains écologistes. Ils veulent préserver la nature, mais sans l'homme. Mais c'est pas possible. Parce que l'homme est là pour aussi domestiquer, pour aussi vivre en harmonie avec la nature. Créer un mur de soutènement pour soutenir la terre ici qui a 2 pieds plus haut. Oui, ça là, pour moi, c'est pas le mur, c'est comme une roche en avant. On va construire un mur en avant. Je mets pas de la terre. Ce qu'on a recréé ici, c'est une forêt tropicale pluviale américaine. Donc, il n'y a pas de plantes ici qui proviennent d'Asie ou d'Afrique dans des climats semblables. Et ça s'appelle quand même la forêt Forêt tropicale pluviale américaine. C'est assez large comme type. J'ai pas dit... Non, j'ai jamais dit amazonienne. Ah, mais j'avais cru lire que ça représentait le bassin. Entre autres, ça peut représenter le bassin amazonien, mais... Ça, il faut vous dire qu'on la conçoit dans une perspective évolutive. On va la faire évoluer, cette forêt-là. On va introduire des arbres de l'Amazonie. C'était peut-être l'endroit qui était le plus difficile d'avoir des végétaux qui venaient vraiment de l'Amazonie. Alors, à un moment donné, on introduira des semences d'arbres qui viennent de là-bas, puis la forêt va changer, puis on va pouvoir avoir une plus grande diversité génétique. C'est quelque chose qu'on va travailler avec le temps, ça. On peut vraiment pas dire qu'on a créé, par exemple, une forêt primaire. Ça serait un petit peu absurde, aberrant, là, parce qu'une forêt primaire, ça prend... il y a des estimations qui disent que ça prend jusqu'à 1000 ans pour atteindre un équilibre. Alors, c'est pas en 2 mois où on a des arbres de différentes hauteurs comme on a là qu'on dit qu'on fait une forêt primaire. Elle va évoluer vers une forêt primaire. On peut imaginer que la voûte arborescente, elle va se faire peut-être... On voudrait la maintenir, là, avec la taille, à 5 à 6 pieds sous le verre, donc faire une voûte relativement fermée. Alors, quand cette voûte-là va être relativement fermée, on va être mieux en mesure de percevoir les différentes strates de végétation sous cette voûte-là. Oui? Par rapport à la réalité, est-ce que la voûte va être un peu plus basse que par rapport à la réalité? Définitivement, elle va être à peu près 3 fois plus basse. Parce que normalement, c'est à peu près à 150 pieds dans les airs, puis là, on va être à 50 pieds à cette hauteur-là. Donc, c'est vraiment une image. Le rôle d'un animateur, c'est d'aider le visiteur à découvrir, à voir le mieux possible. Sinon, il risque d'avoir une mauvaise perception de la nature. Une nature qui n'a pas de proie. Une nature où tout vit comme ça, là, comme se nourrit d'air frais, puis de poissons congelés, puis de nourriture préparée en gélatine. C'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est complet. C'est pas vrai que ce sont des écosystèmes ici. Ici, ce sont des reproductions d'écosystèmes. C'est comme un tableau de Monet n'est pas l'étang qui l'a peint. C'est une reproduction d'un étang impressionniste, suivant ses valeurs artistiques du 19e siècle. Parce que moi, je pourrais même vous dire que qu'est-ce qu'on reproduit ici, c'est notre sens des valeurs écologiques de 1992. Et ça, c'est important de dire ces choses-là. On ne véhicule pas à travers le Biodôme des valeurs écologiques de 1950, de 1930, d'une nature qu'on voulait encore à cette époque-là dominer parce qu'elle nous faisait peur, parce qu'on se sentait menacé par cette nature-là. C'est une nouvelle nature qu'on présente en 92. C'est ça, la terre est froide. Des arbres tropicaux comme ça, si je les plantais là, tout de suite dans le sol, sans les arroser avec de l'eau chaude, par exemple, il y a de fortes chances qu'ils mourraient. Ils ne peuvent pas supporter un choc thermique au niveau des racines. Idéalement, on voudrait un sol à 20, puis si c'est à 15-16 degrés Celsius, c'est passable. On a décidé de, quand on plante, on met autour d'eux, on a fait venir de la mycorrhize. C'est un champignon qu'on a inoculé dans du sol. On l'installe autour des racines des plantes. C'est un champignon qui envahit, mais c'est une relation d'aide, les mutuelles pour les deux. Le champignon s'associe à la racine, puis la plante devient meilleure pour aller chercher les nutriments. Ça, à l'état naturel, il y en a partout. Mais il y a plusieurs années, disons que peut-être qu'il y avait des chercheurs qui s'en rendaient compte, mais au niveau pratique, on ne se rendait pas compte de la portée de ça.
T'as-tu 29,30 là-dessus? OK. Mets 110 dans celle qui est en haut, là. La grande, là, c'est la 40. On a été le plus loin qu'on a pu dans la diversité génétique. Je peux peut-être faire une parenthèse sur l'approvisionnement des végétaux, là. La difficulté qu'on avait, c'était de s'approvisionner de façon à recréer cette diversité-là qu'il y aurait en nature. C'est sûr que c'était presque impossible. OK. Celle au-dessus, c'est la 41. T'en vois-tu d'autres qui n'ont pas de numéro? Si on regardait ce qui était disponible commercialement dans les pépinières du sud des États-Unis, par exemple, on a quelques dizaines d'espèces, ça s'arrête là. Donc, et ces espèces-là, c'est souvent, en fait, je dis des espèces, c'est plus des hybrides, des cultivars, des choses qui sont utilisées pour l'horticulture, pour leur qualité de résistance dans un environnement hostile, comme un centre d'achat ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas des choses qui représentent la forêt tropicale comme telle. Alors, on était obligé d'aller à l'extérieur. Ça peut être des collections privées, des jardins botaniques, des particuliers qui ont un arbre sur leur terrain, ou des fois des arbres qui sont du restant de marchandises dans le fond d'une pépinière qui ne seraient pas normalement vendables parce que le port est plus ou moins intéressant. La fleur, c'est ça ici. Ouais. La fleur mature est ici. Ah, je l'ai pas vu, si je dis. Ah, mais il est superbe. Vraiment superbe. Au départ, il faut dire que ces plantes-là ont toutes été déjà inspectées par le ministère de l'Agriculture des États-Unis et ils ont été certifiés exemptes des principaux organismes qu'on dit, nous, de quarantaine. Là. Le sol a été analysé, les plantes ont été inspectées, ils sont certifiés. En plus, il y a eu des permis émis par Ottawa. Puis tout ça, c'est contrôlé déjà à l'entrée. Aussitôt que le camion part de Floride, nous, on a tous les papiers ici en main. Puis comptez pas tous sur l'écrit. On est tous pareils. On va avoir beaucoup de panneaux explicatifs ici, là. Mais quand on va avoir lu les 5 premiers, donc ceux de la forêt tropicale, on ne voudra plus lire ceux de la forêt Laurentienne ni du Saint-Laurent-Marin. Ça va être votre rôle à vous, ça, de reprendre le visiteur en main puis de lui donner ces informations-là. Vous savez que ce qui caractérise la forêt tropicale, c'est une très grande diversité génétique. J'ai pas une grande mémoire des chiffres. Moi, j'ai un exemple Oui. d'un inventaire qui était fait au Pérou, je crois. Oui. Dans un hectare, c'est bassin amazonien? Oui, c'était dans le bassin amazonien. Il y avait, dans un hectare, c'était 283 espèces d'arbres de 10 cm et plus de diamètre qu'ils avaient trouvé dans un seul hectare. Dans un hectare, dans une forêt comme la forêt Laurentienne, je pense que tu ne peux pas trouver plus que 30 espèces d'arbres. C'est un gros maximum. Là. Ça veut dire qu'on parle de quasiment 10 fois plus. Malgré ça, il y a une fragilité, en ce sens que dès que tu coupes la forêt, vous savez c'est quoi le gros problème des forêts tropicales? C'est que le sol, la couche d'humus est extrêmement mince. Dès qu'on coupe, les pluies entraînent tous les éléments minéraux, tout ce qu'il y avait de richesse dans le sol. Il y a une latérisation du sol qui se produit. Le sol devient dur comme de la brique. Et puis, c'est très difficile de rétablir une forêt par après. Mince, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire à peu près cette profondeur-là d'humus, environ peut-être Là, tu parles 12 à 18 d'humus, pouces. là? De litière qui est constamment recyclée, là. OK. Puis en dessous de ça? Une argile rouge, très pauvre. La forêt primaire, en créant ce couvert d'humus-là et en le recyclant constamment, aide à maintenir des conditions... a besoin d'elle-même pour survivre, si je peux le mettre dans ces mots-là. OK? Si on l'enlève et que l'humus est parti, c'est très difficile pour elle de récupérer cet espace-là. C'est un système qui est très complexe et très efficace aussi en même temps. Par exemple, au niveau des éléments nutritifs, un des rôles, d'ailleurs, de la diversité génétique, pendant que j'y pense, c'est que quand on a beaucoup d'espèces différentes, chaque espèce peut avoir des besoins légèrement différents, ce qui fait que l'ensemble du réseau de racines dans le sol va recycler efficacement tout ce qui va passer à travers elle. Donc, ça veut dire qu'il y a une utilisation efficace, il y a très, très peu de pertes. La diversité génétique, donc, est un moyen d'éviter qu'il y ait une perte d'un élément particulier. Chaque plante va aller chercher ce qu'elle a besoin. Mais pourquoi que le sol n'est pas plus épais s'il y a autant de biomasse végétale? Tout est recyclé tellement vite. Il y a la chaleur, il fait très chaud, il y a une activité microbienne très intense. Tout est recyclé là, très, très, très rapidement. Il n'y a pas le temps. Ici, la température est fraîche. Il y a le temps de se faire une accumulation avec le temps de l'humus si elle n'est pas exploité, là. Ce qui n'est pas le cas en milieu tropical. Il y a un turnover très, très, très rapide des éléments nutritifs. Ça ne s'accumule pas.
déclencher, on lève. Lève, Daniel. Non, il n'y a pas déclenché. Il n'y a pas déclenché. C'est pour présenter au public, surtout un public genre montréalais, ou un public même nord-américain qui est de plus en plus dans des villes, présenter qu'est-ce que c'est des représentations du milieu naturel, puis attirer son attention sur le fait que les milieux naturels sont des ensembles. Ce ne sont pas seulement des espèces de plantes ou d'animaux comme on les présente dans des jardins zoologiques ou des aquariums, mais ce sont des espèces qui ont des relations entre elles. Puis qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de protéger l'environnement, qui est un des aspects du langage qu'on va utiliser, il faut protéger le tout, protéger la partie. Il ne convient pas juste de protéger le beluga. Il faut protéger l'écosystème du beluga si on veut le protéger, parce que lui, il est en relation avec d'autres espèces. Depuis 20 ans, en tout cas, on dit que les sciences et les technologies, c'est par eux que la nature est détruite. Qu'on met tout le temps le coupable sur la pollution, aux techniques, à l'homme, via l'industrialisation, via les technologies, via les sciences. Alors, tout ça aussi, on voulait réhabiliter tout ça. Donc, le biodôme est aussi cette pensée de faire en sorte que les sciences et technologies sont là, présentes, mais en sous-sol, discrètes, soient utilisées avec le plus de raffinement, de discernement, des technologies douces, et non pas des technologies dures. Il y a aussi l'aspect développement durable. Vous voyez, là, ça, c'est différent comme son de cloche. Il s'agit pas de créer des parcs nationaux, des parcs provinciaux, de dire on va mettre une clôture autour de cet endroit-là, puis ça, c'est protégé, puis là, l'homme ne va plus là-dedans. On va sortir l'homme de la nature. L'homme est trop dangereux pour la nature. Si l'homme va dans la nature, il a détruit. C'est un langage qu'on entend. C'est un langage conservationniste qu'on entend. Mais c'est un langage extrémiste aussi, qui peut être approprié peut-être à certaines situations où l'homme est tellement nombreux qu'il peut détruire son milieu, mais c'est une situation particulière comme telle. L'autre langage qui est plus intéressant comme tel, c'est celui du développement durable. De développer une relation entre l'homme et, en fait, son propre milieu, son propre environnement, qui lui permettent aux deux de subsister, de survivre, de se développer en harmonie. C'est un insecte qui arrive de Floride. Un passager clandestin, c'est pas spécifiquement un parasite de la plante. C'est plus associé à tout le système écologique qu'est la plante, parce que c'est un arbre, ça. Il est arrivé avec tout son monde, cet arbre-là, tous ses parasites, mais tout ce qui est associé à lui aussi. C'est un pic-bois qui est venu chercher de la nourriture, mais en creusant dans l'arbre, le pic-bois crée des portes d'entrée pour les organismes, des insectes, tout ça. C'est qu'en allant fouiller en dessous de l'écorce, là, c'est bien beau, il n'y a rien, mais il pourrait y avoir des insectes, ce qu'on appelle des scolites. L'insecte en lui-même crée très peu de dommages dans les arbres, mais il peut traîner avec lui d'autres organismes microscopiques comme des champignons ou des bactéries qui, eux, vont s'attaquer aux vaisseaux de l'arbre, puis empêcher, à un moment donné, bloquer les vaisseaux de transport de sève, puis causer des dépérissements. Mais ici, jusqu'à date, c'est très sain, c'est très beau. Ça des œufs. On voit des cochenilles ici, sur la feuille. La cochenille, c'est un insecte courant, c'est un insecte suceur. L'arbre est capable de le prendre. On la voit bien bouger, celle-là. Si on a juste une petite quantité, il n'y a pas de problème. S'il y a des dommages, ce qu'on peut faire, c'est à l'intérieur, en lieu clos, puis déjà qu'elle est introduite, il y en a plein. C'est courant dans les salles. C'est la vie, quoi. C'est la vie, ça pose... Oui, c'est ça. C'est la vie, c'est comme nous. On a toutes nos bébites aussi, puis on continue de vivre. Bon, on a quelques poissons qui vont être les premiers arrivants pour amorcer les filtres biologiques. Poissons qui consomment beaucoup, donc défectent beaucoup, puis permettent d'instaurer les bonnes bactéries à l'intérieur du bassin. Les poissons excrètent un produit qu'on appelle de l'ammoniac à partir de leurs branchies. Cet ammoniac-là, donc, est digéré par les bactéries qui la transforment en produit non nocif.
Donc, il y a toute une chaîne de décomposeurs et il faut, pour instaurer cette chaîne-là, mettre un certain nombre d'animaux vivants au départ. Voilà, les premiers pensionnaires, les premiers vertébrés. Vous sentez le climat actuellement, j'imagine. Ce que vous voyez comme environnement physique, pourquoi c'est comme ça? Premièrement, ce qui vous frappe sûrement, c'est la présence du toit au-dessus de vos têtes, la toiture de verre. Ça paraît un peu paradoxal de faire une toiture de verre dans un environnement où il y a déjà un toit à l'extérieur. Pourquoi doubler ce toit-là? La raison principale, c'est la présence d'humidité. 70 à 80 qu'on va avoir ici. Un minimum, sinon jusqu'à 100 Et l'idéal est 100 Oui, on peut monter jusqu'à 100 Et en nature, là-bas... C'est ça, c'est la même chose. C'est 100 Ah oui, facilement. Maintenant, comment on la fournit, cette humidité-là? C'est en pré-humidifiant l'air de ventilation. On va l'essayer. De toute façon, non, parce que la pente, elle s'en va comme ça. Fait qu'on va la faire... Il y a 3 pouces, mais on va la faire parce que à ce niveau-là. Advenant le cas où il manquerait d'humidité, à ce moment-là, il y a un système de brumisation qui peut entrer en fonction. Sur les grands arbres artificiels, on voit les buses. C'est pour créer un film d'humidité sur les feuilles, bien que je dois dire que la pluie, on va la faire artificiellement, c'est-à-dire qu'on va arroser la plante, tout le feuillage des arbres, le tronc, les rochers, au moins 2 fois par jour. Oui, sauf que... Cette toiture-là, elle était supportée par des colonnes de métal que vous ne voyez pas actuellement. Les colonnes de métal, on les a cachées en créant les grands arbres artificiels que vous voyez. Il y en a 4 principaux qui ont des systèmes de ventilation. On n'a pas pris n'importe quel arbre pour n'importe quel endroit. Ce n'est pas un produit de notre imagination. Si on regarde l'arbre qu'on voit ici dans la forêt primaire, ça représente un Peltogyne purpurea. On n'aurait jamais pu trouver des arbres de cette dimension-là en pépinière, ça va de soi. Et en plus, à cette dimension-là, on a l'apparition de caractères morphologiques qu'on n'a pas sur les autres arbres qui sont plus petits. Par exemple, le Peltogyne, encore une fois, a des contreforts dans le bas. Et là, ça nous permet de parler de ces contreforts-là. Peut-être si tu étais capable de le... Un petit peu, oui. Non, le coude en arrière, mais la tête plus en angle. La tête pas trop droite. Comment ça pousse, ces arbres-là? Parce que ça, c'est croche, ça, c'est droite. J'ai l'impression que la tête... Un peu comme ça, on va en aller. La lumière a été un point qui a été débattu également au tout début de la planification de l'écosystème. Et on a fixé une espèce de plancher minimum au point de vue de l'intensité lumineuse à environ 1200 à 1500 pieds chandelles. Donc, on voit qu'on a un certain manque. D'où la présence de l'éclairage artificiel. On a respecté un ratio de 25 de lampes haute pression sodium et 75 de lampes aux halogénures de métal. La lumière que ça crée est une lumière d'apparence naturelle. Il y a un poisson pris dans le garage du castor hors de l'eau, garde. Peux-tu essayer de sortir de là? Faut-tu que ça aille plus large ou s'il est assez large, là? Tu pourrais peut-être ajouter 2 morceaux, mais de l'autre côté. OK? 2 morceaux dans le fond? Oui. Vas-y, bûche. On veut attacher notre radeau qui va flotter pour créer une zone d'ombrage dans le fond du bassin, comme du bois flottant de castor. C'est beau. Celle-là ici. Puis t'ancres la souche qui est là. C'est parce que celle-là est bien belle. OK? Et si je vais mettre quelque chose là en avant, on va tout cacher sa beauté. Fais attention, on t'accroche tes bûches dans le fond. Tiens, Rachel, ça va te donner ça. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ça va être beau comme ça? Tire donc le bois vert vers toi pour que ça fasse moins carré. Jean-Pierre, si tu tassais juste les roches avec tes pieds... Ouais, puis en mettre peut-être une coupe d'eau de chaque bord. Ah, c'est des grosses roches? Hey, je peux bien craindre qu'on a des pieds, mais... OK. OK, est-ce que j'ai rien dit? Hey, ça se grouille même pas, putain. Là, Rachel, qui vous allez, qui vous exagérez. Avec la feuille qui est lanciolée, c'est un Ficus costaricana. Il a l'air de rien comme ça, mais c'est un Ficus étrangleur. Cette espèce-là, nous l'avons reproduit de façon artificielle dans l'arbre qu'on voit ici. Alors, les grandes racines que l'on voit descendre le long du tronc de l'arbre parasité sont des racines de Ficus costaricana également.
Le phénomène de strangulation est assez extraordinaire. Ce qui se passe, c'est que généralement en nature, la graine du figuier va tomber sur un arbre haut, va germer en altitude, au niveau de la voûte arborescente de l'arbre parasité. Et tout d'abord, la petite plantule va germer et il va descendre une grande racine le long du tronc jusqu'au sol. Et peu après, il va se développer tout le réseau qu'on voit sur l'arbre de racines entrelacées. Et avec le temps, les racines vont prendre une telle expansion que l'arbre hôte va être littéralement recouvert de ces racines-là. Alors, on va voir à de très petits endroits l'écorce de l'arbre parasité, vraiment pas beaucoup. Alors qu'en hauteur, évidemment, le ficus étrangleur va développer davantage de feuilles à tel point que l'arbre parasité finit par ne plus être capable de faire sa photosynthèse. Alors, il va éventuellement mourir et puisqu'il va mourir, le ficus étrangleur, en son centre, va finir par pourrir, c'est-à-dire que l'arbre hôte va pourrir. Alors ça crée un tronc qui est creux à l'intérieur et c'est une niche écologique importante pour certains reptiles, des amphibiens, des chauves-souris qui vont se servir de cet habitat-là. Donc c'est extrêmement intéressant. Tout le phénomène peut se produire sur une période de 50 à 100 ans, dépendant des espèces. Ouais. Comme ça, il est correct. Le niveau, ça peut être à cette hauteur-là. Là. Il peut être plus haut parce qu'on peut faire une pente. Non, on va le mettre là. Tu sois plus en arrière? Ouais, dans le fond, dans le fond. OK. Une autre chose extrêmement intéressante au niveau des figuiers étrangleurs, c'est le phénomène de pollinisation. Les figuiers sont pollinisés par de petits hyménoptères et chaque espèce de ficus est pollinisée par un hyménoptère très, très spécifique. Alors, ce qui se passe, c'est que le figuier produit des petits fruits. La femelle enceinte du petit hyménoptère entre dans le fruit, va déposer ses œufs dans le fond du fruit. C'est une symbiose. Alors, les œufs vont éclore, mâles et femelles vont naître et se nourrir de la pulpe du fruit à l'intérieur, d'où symbiose. Il va y avoir reproduction. Les mâles vont mourir dans le fruit, le réceptacle en fait, et les femelles enceintes vont sortir du fruit et en sortant vont accrocher le pollen du figuier près de la sortie et vont aller repolliniser d'autres fruits. Et c'est comme ça que la pollinisation se fait, que les fruits peuvent se former et former la semence, puis se redéposer par des animaux sur d'autres arbres. Donc c'est un cycle extrêmement intéressant. Alors, l'écorce qui est un peu à plusieurs couleurs, une texture assez intéressante, qui fait penser à un platane. Il s'agit d'un triplaris, qui est une polygonacée. On appelle ces plantes-là myrmécophiles, qui vivent en association avec des fourmis. C'est un arbre qui, en nature, est colonisé par des fourmis extrêmement agressives. D'ailleurs, on dit que les Indiens capturaient les conquistadors espagnols, les attachaient sur ces arbres-là et se faisaient dévorer vivants par les fourmis. Une histoire très intéressante à raconter aux enfants. C'est assez fascinant quand on se promène dans la forêt tropicale de voir une plante myrmécophile. C'est incroyable. Moi, je me rappelle d'avoir marché sur un sentier en Amazonie. Puis le long du sentier, il y avait certaines plantes qui étaient dégagées au niveau du sol. Il n'y avait pas une plantule d'arbre qui poussait. Tu vois, le bel arbuste comme ça qui commençait. Pas une liane, pas... Normalement, toutes les plantes de la forêt tropicale sont envahies par des petits lichens, on appelle ça des épiphytes, ce sont des communautés végétales très petites qui vont pousser sur les feuilles, par exemple. Absolument rien qui s'établissait là-dessus. La fourmi faisait le ménage quotidiennement, aucune plantule qui pouvait germer là-dessus. Alors la plante, elle peut croître, il n'y a aucune compétition, c'est extrêmement important. On a préparé tout ce projet-là depuis des années, au fond. Et d'arriver à l'accomplissement du projet, c'est très émouvant pour nous autres. C'est un moment très intense, parce que ça n'a jamais été fait dans le monde. C'est la première fois qu'on a transplanté des arbres authentiques d'une forêt. Et à cette taille-là, parce que normalement, tout ce qu'on fait, ce sont des arbres qu'on appelle des arbres d'appartement ou des arbres habitués, adaptés par les hommes, au fond, domestiqués. Alors ici, ce sont des espèces qui viennent de la nature. Ça a pris 1 an et demi de préparation, de taille, d'entretien. On a diminué son évapotranspiration, on l'a préparé, au fond, à s'en venir ici, pour qu'il subisse le choc et qu'il puisse repartir. Donc, il y a derrière ça un paquet de connaissances, de bagages. Cet arbre-là, pour nous, il vaut sur le biodôme.
Nous allons avoir un problème ici, je vous le dis d'avance, un problème de croissance tantôt. Parce que même si on a une serre de 15 à 20 mètres, 80 pieds, les plantes vont atteindre la toiture. Parce que c'est 12 mois par année. La croissance n'arrête pas. D'amener une forêt tropicale à Montréal, on sait que c'est la forêt qui est menacée, qui est fragile parce qu'on ne la connaît pas. Et les hommes, au fond, en ont peur de la forêt parce qu'il y a une caractère mythique à la forêt. Donc, ils sortent des forêts, mais ils laissent les forestiers, ils laissent après les feux de forêt, ils laissent la forêt se détruire. Quand on connaît son écosystème, c'est là qu'on va commencer à la respecter. Et c'est pour ça le projet du biodôme. C'est pour ça qu'il fallait avoir une forêt tropicale. La diversité végétale dans le monde, elle est dans cette forêt-là, et animale. Alors, on est très heureux. Pensez-vous qu'Arachel, avec ses petites bêtes, va réussir? Oui, on va réussir. On va faire attention avec les végétaux restent en forme. On ne met pas des quantités d'animaux incroyables. Donc, tout est calculé afin que les plantes puissent être capables de survivre dans tout ça. Mais c'est certain qu'au début, les animaux vont faire leur place eux aussi. Ça va s'adapter, tout ça. Il n'y a pas de problème. Après ce projet ici, on ne sera plus capable de regarder une forêt tropicale ou une forêt laurentienne de la même façon, ni intérieure ni extérieure. C'est vraiment magique. Il y a beaucoup de recherche, de travail dans chacun des éléments de cette forêt-là. Beaucoup d'émotions aussi dans le choix des espèces, dans l'intégration. Quand on va ajouter les animaux, là, ça va être vraiment notre test. Et l'eau, l'eau aussi est importante. L'eau est partout dans la forêt. Alors, ça se construit actuellement, mais déjà, on sait que ça va être extraordinaire. On en est très fiers. Il faut dire qu'un nouvel aquarium, c'est toujours long à partir. Ça prend beaucoup de temps avant de monter, d'avoir un filtre qui soit tout à fait adéquat, qu'il y ait une espèce d'habitat naturel qui se crée dans ce plan d'eau-là. On ne peut pas aller plus vite. Et c'est souvent ce qu'on essaie de faire avec un chantier, c'est d'aller plus vite que la nature elle-même. Ce qui fait qu'il faut s'ajuster au fur et à mesure. C'est tous les produits qui en sortent qui m'inquiètent un peu, de ce champignon un peu verdâtre qui... Mais ça, c'est causé par le bois qui est vert. Hein? C'est du bois vert. C'était pas du bois mort, ça. Il y a une bonne couche d'écorce. C'est une des seules choses qui... Toutes les branches nouvelles vont faire ça. On ne sait pas encore exactement. Là. Les poissons qu'on a ajoutés vont assez bien. Les esturgeons, par contre, on voit qu'ils respirent un peu trop vite. C'est quoi la cause? On a quand même regardé plusieurs des poissons. On ne trouve pas encore exactement. Là, on peut faire un bon ménage du fond. Il y a de la poussière de chantier qui est de toutes sortes de sources, qui peut être un des problèmes des esturgeons, qui sont toujours, eux aussi, une espèce d'aspirateur de fond. Mais il n'y a pas d'ammoniac. Le filtre va bien, le bassin va bien. Il n'y a pas de produits toxiques. On a fait analyser. Il s'agit de trouver exactement c'est quoi la cause de nos petits problèmes d'esturgeon. OK, c'est quoi la stratégie? C'est très délicat, un aquarium. En plus, les vétérinaires ne sont pas formés pour s'occuper de maladies d'animaux aquatiques, surtout chez les poissons. Donc, c'est pas toujours évident de trouver la cause d'un problème de santé. Ils y sont 24 heures par jour, à tous les jours, donc... ça peut être quelque chose qui sort du bois, ça peut être le béton, ça peut être le gravier, ça peut être la poussière, ça peut être qu'il y ait trop d'éclairage, ça peut être le stress. Une accumulation de toutes ces choses-là qui fait que ça va pas toujours très, très bien. Mais on sent quand même que ça s'améliore de jour en jour et qu'on va finir par présenter au public dans 3 semaines quelque chose qui va être superbe. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que vous me donniez vraiment l'heure juste, chacun de vos secteurs d'activité, et qu'on mette des dates. Et tout de suite, on va en appel d'offres accéléré. Donc, c'est un processus extrêmement rapide. Ça va être très serré au niveau des travaux de billetterie. Il va falloir qu'on pousse l'entrepreneur. C'est 3 semaines de travaux, en fait. Y a-t-il moyen d'activer ça tout de suite? Les actualités, tout ça, là. Ça, c'est une bonne question. Jean-Pierre, tu vas vérifier. Si on arrive avec des roses... Moi, quelques semaines, à un moment donné, je ne peux pas tout rentrer mes animaux le 14 juin. On va vérifier ça. Ma préoccupation, c'est de poser la peinture. Oui, je sais. Si on pouvait... les planchers bleus comme on a dans la clinique, là, parce qu'on voit le résultat. Non, on va vérifier. C'est une bonne remarque. J'aimerais ça que les architectes... Et ils me disaient, eux, qu'il y avait des projets là, dans leur division de créer ce qu'ils appellent un centre sur la biodiversité à quelque part au Québec.
Bien sûr, à part d'un voyage de terre, là, je le veux pas dans le magasin. Là, Mais c'est beaucoup plus large, gros que je... 34 portes. Fait que mettez-vous dans la peau d'un oiseau, faites le tour, il y a 34 portes qui manquent. OK. Joanne, t'es expert, là. Comment ça va? Plombier, électricien, électromécanicien, etc. Là, la forêt laurentienne, là, tout est supposé d'être en fonction. Il reste quelques petits ajustements et la vérification qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps entre le rodage puis l'introduction des animaux. Donc, on n'a pas une chance à prendre. Là, ensuite, on va être prêt pour faire les boucles au complet, là. C'est-à-dire la récupération de l'eau salée aussi quand on fait nos lavages à contre-courant. Là, il faut penser aussi là, que dans Saint-Laurent-Marin, le grand bassin, là, c'est 2,5 millions à réchauffer. On a quelle température aujourd'hui, là? Ah, on est au-dessus de 20. Là. Et là, la température, on est en mode de chauffage parce qu'on est en... Là, on a un problème. Là, aide-moi biologiquement, là. On est C'est que toute l'inoculation des filtres dépend de la température. Plus c'est chaud, plus les bactéries se développent rapidement. On devrait partir l'hydraulique en début de semaine prochaine. On devrait faire le remplissage idéalement lundi, là. Tout dépend comment ça va aller, là, les travaux, soit lundi ou mardi ou plus tard. Ça sera pas long à remplir. Et on va en même temps faire le test, là, le fameux test du séjour. Là. Après ça, là, on va faire le rodage là-dessus au niveau de la programmation aussi. Là, tu peux livrer ça à Rachel, il va mettre ses animaux. Fait que là, on a un petit problème dans le lac des Castors. Et les poissons, bon, ils ont une septicémie à aéromonas. C'est une marque de stress, finalement. C'est comme nous, si on a la diarrhée ou quelque chose comme ça. C'est une bactérie normale qui se développe en trop grande quantité lors d'un stress. Mais qu'est-ce qui cause le stress? Et les branchies brûlées, ça, c'est une marque d'un produit qui ne devrait pas être là. Et ce que je demande, c'est de donner un dernier coup de cœur, un coup de collier, ensemble. Là, on a fait preuve jusqu'à présent de travail, d'efficacité. Il faut qu'on soit efficient parce qu'il reste beaucoup de travail à faire. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'ouvrir, puis on va livrer un produit extraordinaire. N'oubliez pas qu'on a fait le biodôme pour le Québec et il faut le livrer aux Québécois pour qu'on en soit fiers. Non, un peu, on va y en mettre encore un petit morceau. Il est gros, hein? Il est fort. OK, avance-toi, Bertrand, un peu. Lui, juste un tour, va en avoir assez parce qu'il est épais, ici. Oui, un tour de fois. Il est moins pesant. Tu es bon pour prendre un tour, là? Oui, là, on est là pour prendre un tour. Wow! Wow, attends un peu. Tu es bon pour en prendre un tour sur ton épaule? Oh, ben, gars. OK, c'est beau. Avance, là. Comme la procession de l'enfant Jésus. Avance un petit peu, Bertrand, encore. Wow, 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 là-bas. Faites attention. Les gars, faites attention à la marche qui est là-bas, OK? La France, c'est là. Je sais pas, là. Peut-être pas. On oublie. C'est ça, continue. OK. Non. Tire un peu. Tire, lui. Il n'y a pas en dessous, mais ça le pèse. Non, c'est... Mémoire. Green and Fever, en tout cas. Golden Year, Tangara, Chrysotis. Ça fait comme 2 ans qu'on travaille sur ces filets-là. C'était comme compliqué de trouver tout ça, le faire manufacturer, le faire enduire, un retardateur de flamme. C'est comme quand même pas habituel. Habituellement, les pêcheurs sont pas aussi difficiles que nous autres pour leurs filets de pêche. Ils ont des couleurs standards. C'est qu'il a fallu le faire colorer à la couleur qu'on voulait. Puis ensuite, de le faire expédier par bateau jusqu'ici, de faire acheminer à Grande-Rivière, où là, ils ont pu le coudre dans leur atelier. OK. 330? Non, 316. J'étais pas sûr.
C'est des pêcheurs de grandes rivières, donc c'est ça l'avantage pour nous autres, c'est que ça nous permettait d'utiliser des personnes qui sont expertes dans la fabrication de nappes de filets. Puis pour eux autres, je pense que faire comme ça un filet à oiseaux de quelques 17 000 pieds carrés ou bien fabriquer des engins de pêche, je pense qu'ils n'ont pas fait de différence. C'est des techniques sensiblement les mêmes pour le calcul des tensions, des surfaces, avec comment la maille va s'ouvrir, la façon dont la maille va s'étirer. Puis, pour les points d'attache, c'est peut-être juste ça qui est particulier à nous autres. En autant que tu as beaucoup de paires de bras, tout va bien. C'est très bien. Fait que ça, c'est vraiment des plantes qu'on appelle épiphytes, qui finalement vivent sur les arbres, mais en dépendent pas. Ils les parasitent pas. Souvent, les gens pensent que ça parasite l'arbre, mais ça le parasite pas. Ça fait seulement s'en servir comme support. C'est pas comme certaines aracées qui vont s'enrouler puis étrangler l'arbre. Dans le cas des broméliacées, comme celle-ci, elles ont une cuvette dans laquelle l'eau s'accumule. Bon, pour vous montrer ce que ça peut avoir de l'air, là, on peut mettre un verre d'eau. L'eau s'accumule dedans, puis les insectes de la jungle viennent y pondre leurs œufs, puis se multiplient dans ça. Puis les grenouilles aussi, dans le cas des petites grenouilles comme les dendrobates, viennent y pondre. Dans ce cas-ci, la plante est un peu petite, ça peut sembler un peu étrange, mais il y a des broméliacées qui se développent à une taille impressionnante, jusqu'à 4 pieds de diamètre. On peut s'imaginer que ça fait quand même une belle piscine pour un tétard, là, pour se promener. C'est assez impressionnant parce que finalement, c'est un endroit propice pour la reproduction de beaucoup d'animaux dans la jungle. Celui-ci, on va juste le mettre comme ça. On n'a peut-être pas besoin de la... Le jour, il va passer la majorité de son temps dans l'habitat. Et la nuit, de toute façon, comme c'est pour dormir, ça a moins d'importance. Et il faut qu'il y ait quand même un certain contrôle aussi. Le jour, quand il y a du public, ils vont quand même être plus tranquilles. Ils vont passer un peu de temps à observer le public qui les observe. Et tout. Donc, il y a une interaction qui se fait. Si on le laissait complètement seul dans l'habitat, jour et nuit, on pourrait peut-être avoir des surprises avec certains animaux au matin, où il est rendu l'animal. Mais la nuit, ils n'ont rien à faire, sauf peut-être essayer de trouver la faille dans l'habitat. C'est peut-être mieux qu'on les rentre. Mais s'il est entraîné à rentrer tous les jours dans ces quartiers de nuit, le médecin vétérinaire, il va quand même faire son travail beaucoup plus facilement. Puis en évitant aussi tout ce stress là, qui peut être occasionné à l'animal de la capture, de courir après l'animal, de le capturer, de l'amener en clinique, de donner son injection, de le traiter. Alors, les animaux vont être entraînés pour rentrer la nuit. Mais entre l'acclimatation et la domestication, il y a une marge qu'on ne veut pas dépasser. On peut l'apprivoiser jusqu'à un certain point, mais on ne veut pas ici que les animaux deviennent des espèces d'animaux en peluche. On veut quand même qu'ils aient leur intégrité. Donc, il n'est pas question d'en faire des animaux domestiques. Ah, ben moi, je les aime. Ça fait longtemps que je fais l'élevage du lynx. Mais pourquoi? C'est mes amis. Pour élever des moutons, des chats, des... Non, c'était quelque chose de bizarre. C'est un challenge parce que personne ne réussissait à faire l'élevage en captivité de lynx. Alors, ça a été un challenge qu'on a bien réussi. Un lynx, c'est un animal qui est très agile, qui est très futé, puis qui est aussi relativement dangereux. Ça va être un des plus difficiles, finalement, à adapter à la captivité, à adapter à son environnement. C'est un animal qui peut passer toute la journée couché, mais juste à observer ce qui se passe. Il s'agit qu'il y a un oiseau qui passe trop près et... Ça y est, hein? C'était un oiseau, il n'est plus là. Donc, il va falloir vraiment organiser tout l'écosystème en conséquence. C'est pas dangereux comme un lion, c'est certain, mais c'est pas un chat. C'est pas un chat d'appartement, là, c'est quand même assez... Les marais salés prennent deux formes dans le Saint-Laurent marin. Dans l'estuaire maritime, elles sont immédiatement adjacentes à l'eau.
Donc, vous allez avoir l'eau avec des vagues qui viennent tout simplement mourir dans une vasière où vous voyez apparaître l'aspertine, puis plus à l'arrière du cirque, puis d'autres plantes qui tolèrent de moins en moins la salinité ou de plus en plus l'eau douce. En Gaspésie, on va voir apparaître entre le marais salé et le milieu libre un banc de sable, une langue de sable qu'on appelle un barachois. Vous êtes peut-être familier avec ce terme-là qu'on trouve, qui est un endroit où choir, où les bateaux pouvaient s'échouer, d'où le nom de barachois. Puis vous allez avoir une espèce de lagune entre le barachois et le marais salé. Pensez à ça, le Hédec, là, on va-tu le faire déborder sur la plage aussi, oui? Oui. On va essayer de cacher la lèvre avec le Hédec. L'andropogon, là, c'est une vraie graminée du Saint-Laurent, ça. Puis j'aimerais ça voir qu'est-ce qu'elle va faire. Le panicum, là, t'as mis des tales comme de panicum. C'est ça, j'ai concentré toutes les espèces ensemble. Je ne peux pas mélanger. Ça, je trouve que ça fait un look typiquement marais salé, je trouve. Je trouve ça beau, je trouve que ça commence à avoir de l'allure, là. Si l'aspertine est une nourriture, oui, parce qu'elle forme un grain comme n'importe quelle graminée qui sert de nourriture à toutes sortes d'oiseaux, justement. Je pensais qu'il ne faudrait pas abuser des bois morts si on va être juste dans le... Non. Il y a très, très peu de bois morts dans le marais salé. Non, lui est correct, il peut être tombé d'en bas. Mais, mettons là, mais il ne faudrait pas venir en mettre dans cette zone-là, comme dans le marais du... Il y a les perroquets aussi. On a deux espèces de perroquets, le haras écarlate, le haras hyacinthe. C'est incroyable comment c'est difficile d'en avoir. Je vous le dis, là, ça fait 3 ans qu'on cherche les oiseaux d'Amérique du Sud. Bon, on a travaillé avec le Costa Rica pour l'obtention de certains oiseaux. Certains de ces oiseaux sont menacés ou fragiles à l'état sauvage. Et c'est évident que nous ne voulons pas faire de prélèvement en milieu naturel d'espèces dont qui sont problématiques. C'est par exemple, l'oriole. La plupart des orioles au Costa Rica, c'est problématique. Les populations ne sont pas assez abondantes. Alors, c'était important pour nous, par exemple, de ne pas toucher à ces oiseaux-là lorsqu'on a fait certains prélèvements. Ça peut faire partie d'un programme de recherche, ça? Oui, absolument. De réintroduction. Absolument. Je pense à l'ara ambigua au Costa Rica qui est menacée d'extinction. Alors, on peut faire un programme conjoint de reproduction. On peut installer aussi une ferme d'élevage de ces oiseaux-là en milieu naturel, partir des couples, reproduire et monter des populations et relâcher en milieu naturel. Mais je peux vous dire que c'est énormément de travail. Dans la mission du biodôme, pour nous, c'est très important d'avoir une population qui soit autosuffisante, qui va tourner autour de 300 spécimens d'oiseaux, dont les décès vont égaler les naissances. Et au bout d'une dizaine d'années, on va retrouver toujours le même noyau de population. Qu'est-ce qui contribue au maintien d'une période précise pour la reproduction? Ici, en captivité, s'il n'y a pas de saison des pluies, c'est quoi qui fait qu'ils gardent ce rythme-là? Peut-être me corriger, là. Les animaux s'adaptent surtout à la floraison, mettons, qu'ils dépendent d'une sorte de plante ou d'arbre. Ils vont avoir leur bébé au moment où la plante va être à son plus fort. Puis ça va être biologiquement parlant. Là, puis évidemment, il va y avoir une espèce de taux de croissance. Si les arbres sont encore plus en fleurs à une certaine année, il va y avoir plus de bébés à ce moment-là. L'alimentation va être visitée tout au cours de la journée ou juste massivement le matin? On va essayer de nourrir les oiseaux 2 fois par jour, le matin et un peu plus tard dans la journée, pour essayer d'observer un peu ce qu'on retrouve en milieu naturel. Et ce sont des oiseaux qui ont un métabolisme passablement élevé et vous allez être vraiment surpris de voir à quel point ces oiseaux-là mangent. C'est phénoménal, phénoménal. Comment on nourrit les insectivores. C'est un peu, je pourrais dire, la grande question présentement autour de toute l'équipe scientifique. On travaille intensément avec l'Insectarium de Montréal pour essayer de trouver un insecte
qu'on pourrait introduire dans la forêt tropicale et que cet insecte-là n'affecte pas, évidemment, les végétaux, ne soit pas un insecte phytophage qui s'alimente de végétaux. Il ne faut pas oublier que si on introduit un insecte, puis cet insecte-là passe par les conduits de ventilation et est expulsé à l'extérieur du biodôme, et cet insecte-là devient un insecte nuisible pour les cultures agricoles pendant la période estivale, vous pouvez vous imaginer le désastre que ça peut faire. C'est quelque chose qu'on souhaite vivement d'avoir dans la forêt tropicale. Des insectes néotropicaux qui vont assumer plusieurs rôles, dont le rôle d'alimentation qu'on parle, mais il y a aussi le rôle de dégradation de la matière organique, d'aération du sol, un rôle de pollinisation des fleurs. Vous remarquerez que toute la structure, elle est extérieure. Il n'y a aucune structure intérieure, sauf les systèmes de giclage. Alors ça, c'est très important, d'une part, parce que vous vous imaginez, si toutes les structures seraient à l'intérieur, la multitude de perchoirs pour les oiseaux. Alors, on se retrouverait avec des oiseaux perchés un peu partout à la toiture. Donc, on a demandé aux architectes, lorsqu'ils ont designé la toiture, d'avoir toute la structure extérieure, rien à l'intérieur de l'écosystème. Ce qui nous a permis aussi d'installer les lumières à l'extérieur. Très important aussi, encore une fois, parce que les oiseaux peuvent se brûler sur le bulbe de la lumière. Il devrait être en ce coin-ci. Il y a un R, je sais pas qu'il y a un R. Ce qu'on cherche, c'est en arrière de nous autres. Ce qu'on cherche, c'est lui. Vu qu'il y a 55 espèces, c'est que ça doit se trouver quelque part ici. Le but, c'est qu'on veut faire des mesures dans le temps pour voir si les arbres vont avoir une croissance qui est continue ou pas, comme les arbres de la forêt tropicale. Couplé à ça, on a des expériences d'enrichissement, des expériences au niveau de l'azote. Là, on veut savoir si ces arbres-là qui pompent quasiment 24 heures par jour, ils vont être capables de survivre d'un environnement qui va être stressant, disons, plus contraignant que d'une forêt naturelle. La tige du centre? Oui. OK. Vois-tu quelque chose dépasser, un moment donné? Remonte-les plus haut que l'arbre. OK. Vois-tu? Oui. Correct? Oui. OK, 5,70 m. Vu que c'est pas le même sol et qu'ils sont pas dans les mêmes systèmes que dans leur système naturel, bien là, ça devient encore plus intéressant de savoir comment ils vont cycler les éléments. 39,4. Fait que les mesures de diamètre, c'est comme la résultante des stress qu'ils vont avoir au niveau du sol. Puis l'avantage de la forêt tropicale, c'est que c'est des arbres qui poussent continuellement. Comparativement à la forêt boréale qui va arrêter vers le mois d'octobre. À ce moment-là, on a un avantage qu'on peut venir à tous les 2-3 mois, puis là, faire des taux de croissance dans le temps. On peut vraiment pouvoir comparer toutes les espèces entre elles, ce qui est une chance pour nous autres, parce que ça m'évite d'aller au Costa Rica. C'est ça le but de l'opération. Quand on parle de recherche ici, on fait de la recherche sur tous les aspects. Il y a de la recherche sur les plantes, les animaux, sur les sols aussi, sur l'eau. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on fait des travaux de recherche. C'est des choses que les gens ne voient pas. Bien sûr, ils vont voir les animaux, ils vont voir, par exemple, une nouvelle naissance. On va étudier ces aspects-là. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau des sols. On mesure initialement ici tous les paramètres à l'intérieur du biodôme. La richesse en éléments nutritifs de tous les sols, les paramètres biochimiques de l'eau sont mesurés à tous les jours. Alors, on va introduire les premiers oiseaux de la forêt tropicale. Alors, on va procéder à l'ouverture de la porte et les oiseaux vont pouvoir occuper tout l'espace aérien. Et voilà le premier. On a fait le tour de toutes les institutions. On a envoyé, mon Dieu, à peu près une centaine de lettres un peu partout à travers le monde. Au bout de toutes ces recherches, il n'y a seulement que Busch Garden qui nous a dit « Nous possédons l'ibis écarlate et nous reproduisons bien l'espèce. » Alors, on a réservé la progéniture du printemps. On l'a réservé 1 an d'avance. C'est super. As-tu ça, Jean? Oui. Merci. OK. C'est beau. Il fallait qu'on parle de notre milieu aux Montréalais, aux Québécois, de qu'est-ce que c'est notre milieu. Personne d'autre le faisait, c'était à nous de le faire. À cet égard-là, celui de la forêt boréale, c'est
s'est installé très rapidement dans nos esprits. Puis au début, on l'a appelé le lac des Castors. On l'avait centré sur le castor. C'est un petit peu plus tard qu'il est devenu la forêt boréale, parce qu'ensuite, on l'a situé plus au nord. Lorsqu'on a réalisé la très grande difficulté qu'il y aurait à avoir quelques 21 000 pieds chandelles au sol pour faire pousser des conifères, on a redescendu un petit peu, et de notre nuage, et en géographie, pour créer la forêt laurentienne. OK, ici, il faut vraiment désherber des plantes qui n'ont pas rapport. Là. Lâche la civière, il va partir tout seul. Il n'y aurait pas plus sa place dans le lac de Taille? Qui? L'esturgeon de lac? Non! Qu'est-ce qu'il faut peut-être comprendre, qui est peut-être compliqué pour l'esturgeon de lac, c'est qu'assez bizarrement, l'esturgeon de lac se trouve dans la plaine du Saint-Laurent puis en Abitibi. Okay? Parce que l'esturgeon de lac, comme dit Anne-Marie, est propre à des grands lacs. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas dans les Laurentides. Les lacs sont trop petits. L'esturgeon n'a jamais pu y pénétrer à la fin de la dernière glaciation. Mais là, tu représentes la zone des Laurentides pareil? Non. On représente toujours la zone laurentienne. Ouais, mais ne limitez pas ça aux Laurentides. D'ailleurs, la forêt boréale vient d'un concept new-yorkais d'un homme absolument génial, qui est le seul directeur de zoo aux États-Unis, qui avait écrit un article où est-ce qu'il a rêvé avec le diable, qui construisait un zoo entièrement centré sur le Wawaron. Ça s'appelait la maison du Wawaron. Puis, naturellement, c'est le diable qui voulait y faire ça. Puis, là, le directeur de zoo, il ne voulait rien savoir de ça. Il dit, voyons donc, Wawaron, qu'est-ce que ça vient faire? Puis tout ça. Puis là, petit à petit, le diable lui a montré comment le Wawaron était au centre d'un écosystème à la fois terrestre et aquatique. Puis que lorsqu'on voulait parler du Wawaron, il fallait parler des oiseaux qui habitaient la forêt, il fallait parler des poissons, il fallait parler des algues, il fallait parler des autres grenouilles, tout ça. Puis on en venait tranquillement, pas vite, à travers le Wawaron, à parler de tout un écosystème qui est celui de la forêt, genre forêt de la région de Montréal, même forêt laurentienne. Donc ça nous a beaucoup inspirés. Michel, il passe dans le trou, le bébé, là. Pardon? Il passe dans le trou. Ah oui? Bon, attends une minute. Mets-les sur la plage. Attendez un petit peu. On va y aller. Mettez-les sur la plage 2 minutes parce qu'on a un trouble là-bas. Non, il passe pas là. Le bébé passe pas là. Prends une roche, prends pas de chance. C'est beau, doucement. C'est beau, tout est bien. C'est parfait. En douceur. Tranquillement. Il faut leur donner le temps, hein?
jeunes, vous prenez pas des adultes? Tous les alcidés qu'on est allé chercher avaient entre 8 et 12 jours. Et on le fait, nous, avec les gens du Service canadien de la faune. Ils nous ont déjà identifié des nids quand on arrive. Donc, pour avoir le moins de dommages possible, on va toujours en équipe réduite et on n'a pas le droit de... Il faut absolument suivre les gens du Service canadien de la faune. On n'a pas le droit de s'en aller n'importe où. C'est vraiment très protégé. On part en bateau. Les îles où on est allé sont à peu près à 12 000 au large. Les îles Boat et Sainte-Marie, Boat comme bateau, là. Et Sainte-Marie, c'est au large de Harrington Harbour. Moi, je suis allée les capturer, ceux-là, hein? Allez, Sainte-Marie, oui. Le problème qu'on a eu, ça a été pour les ramener. Et pour faire exprès, on est tombé dans la journée d'été, le jour du retour. La seule journée dans l'année qui a fait chaud. Puis quand il fait chaud, ça sent les animaux, et bien surtout ces animaux-là. On est monté dans l'avion et là, déjà, les gens commençaient à se lamenter un peu. Une hôtesse qui a été malade. On a fait un petit bout, puis on s'est dit, bon, on est correct. À peu près 15 minutes plus tard, rien à faire, à cette île. Le pilote de l'avion nous a dit que c'était eux ou nous, mais qu'il fallait quelqu'un sorte. Qu'est-ce qu'on fait? On avait nos 50 oiseaux, il n'était pas question de les laisser. Et finalement, la seule façon de continuer, c'était de louer un camion, s'en arriver à l'aquarium à 3 heures du matin. Les bébés oiseaux n'avaient pas mangé depuis 7 heures le matin. On n'en a pas perdu un, heureusement. C'est ce qu'on appelle communément des pingouins, mais en français, pas des pingouins, des pingouins ou encore des alcidés. Le vrai nom, c'est alcidés, qui est la famille. Et le thème muséologique, ça va être de comparer la famille des alcidés à la famille des sphénicidés, qui est la famille des manchots, du côté subantarctique. On ne précise pas une île en particulier. C'est les îles au large du continent antarctique, entre la péninsule antarctique et la pointe de l'Amérique du Sud, la Terre de Feu. La roche ici qu'on y retrouve, c'est de la roche volcanique qui est représentée par des orgues de basalte. Le côté, l'hémisphère nord, suit la photopériode à peu près de Montréal, malgré que les journées vont être un peu plus courtes parce que c'est un peu plus au nord. Et ça va être l'inverse du côté de l'hémisphère austral, donc l'hémisphère sud. Du côté nord, quand c'est l'été, la lumière va être beaucoup plus blanche, beaucoup plus claire. En face, c'est l'hiver, on va être en lumière bleutée. Et c'est ce qui fait, c'est l'éclairage qui déclenche les périodes de mue, les périodes de reproduction et tout ça. En captivité, est-ce qu'ils pondent plus d'œufs? Ils en pondent pas plus si tu respectes tes photopériodes. Okay. Si tu commences à jouer avec tes photopériodes, ils vont pondre trop, puis effectivement, ils vont aussi se maganer. C'est fatigant pour le corps des pontes. J'ai peut-être pas défini au début les différents milieux qu'on retrouve comme tels dans l'eau, dans le milieu aquatique tropical, mais il y a un mot que vous connaissez certainement qui est celui de rio, qui est celui de rivière. OK? Ça, c'est facile, c'est la rivière un peu comme la nôtre, tout ça, et qui est défini tout simplement par le fait que lorsque vous êtes au centre de la rivière, vous levez les yeux, vous voyez le ciel. Donc, la voûte est ouverte au niveau du rio. Un petit peu. Un à la fois, là. Le beau Oscar. OK. Celui-là. Regarde, c'est beau. OK? Regarde. Lorsque la voûte se referme au-dessus du rio, on appelle ça un iguarapé. Lorsqu'on est dans un iguarapé, vous pouvez vous douter que les feuilles, à ce moment-là, tombent en plus grande abondance, puis qu'à ce moment-là, on va trouver une plus grande faune qui va manger des feuilles des arbres. Certains cyclides sont d'excellents brouteurs, vont manger les feuilles. J'ai parlé de l'iguarapé, du rio. On peut parler du Paraná. Au printemps, on a la fonte des neiges dans les Andes. Il y a une période d'inondation qui apparaît au pied des montagnes. Puis là, l'eau va envahir soudainement. Puis c'est ça qui est dangereux pour l'humain. Vous devez marcher sur un sol, tout ça, puis là, tout d'un coup, vous allez avoir une nappe d'eau qui va arriver vers vous. C'est les berges érodées qui cèdent. À ce moment-là, ça peut former des lacs, où ces lacs-là peuvent s'étirer suffisamment pour former des cours d'eau secondaires qu'on va appeler des paranas. Donc, un parana, ce sont des bras secondaires des rios qui sont liés seulement à la saison des inondations. Et ces paranas-là sont des voies de circulation pour les espèces de poissons comme telles, surtout entre le cours principal, le rio, et les lacs de Verzea. On peut comprendre qu'en saison sèche, tous les poissons vont se ramasser dans le rio. Okay? Là, ils vont attendre la prochaine saison des pluies.
Lorsqu'à la saison des pluies, la plupart des espèces vont faire un peu comme nos brochets au printemps, vont envahir rapidement les zones inondées. Ils vont se dépêcher de se reproduire. Même chose que nous autres au Québec. Pourquoi se dépêcher à se reproduire? C'est pour que, à l'éclosion, les larves se retrouvent en pleine saison où la nourriture se retrouve en abondance. Par la chute des feuilles, par la chute des fruits aussi que beaucoup de poissons vont consommer. Les arbres, eux autres aussi, profitent de l'inondation pour leur floraison. Il y a un synchronisme entre l'inondation et la floraison des arbres et leur fructification. Si la rivière nourrit la forêt, à son tour, nourrit la rivière. On réalise très rapidement que l'un ne peut aller sans l'autre, que si l'homme se met à détruire la forêt, qu'il va en entraîner une extinction des populations qui vivent dans les rios, dans les rivières, et vice-versa aussi, que si on se met à construire des barrages pour harnacher les rivières tropicales, on va éliminer cet effet-là de Varséa, puis ça va venir appauvrir la forêt, ça va venir épuiser son sol. Okay? Donc, c'est peut-être un bon concept à connaître au départ de la relation entre le poisson et l'arbre comme tel. Les bons vecteurs de graines sont surtout les poissons-chats. On vous a parlé des cyclides comme prédateurs des tétras aussi. Et qui sont les prédateurs des cyclides? Maintenant, vous êtes supposé de savoir ça, qui sont les prédateurs des cyclides. Bon, je suis content de savoir quelque chose que vous ne savez pas. Ce sont essentiellement les piranhas. Et qui est finalement le prédateur du piranha? Quel animal peut attaquer et manger le piranha? L'anaconda. Non, le caïman. Vous savez peut-être que les différentes espèces de caïmans ont été fortement exploitées par l'homme pour leur cuir, faire des chaussures, tout ça. Puis à ce moment-là, la surexploitation du caïman a entraîné à son tour une surprolifération des populations de piranhas qui a entraîné à ce moment-là un effet sur la diminution des populations de cyclides. Donc, par conséquent, un effet sur les tétras. Mais qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? C'est quand même, c'est très fragile, puis que si on attaque un chaînon comme celui-là, celui des caïmans, auquel habituellement on ne prête pas attention, parce que ce sont des reptiles, ça nous semble toujours un peu marginaux dans une chaîne alimentaire. Mais ici, ça peut avoir des conséquences très importantes sur un milieu, comme la forêt tropicale. Hey, ça, c'est juste le tiers des poissons qu'on va avoir là-dedans. Ça va être beau. Le tiers? Il va y avoir toutes les pacus, les ariwana qui sautent. Dimanche, peut-être? Les piranhas se déplacent en banc. C'est comme si le banc était un seul individu. S'ils trouvent une proie, tous les poissons se précipitent pour avoir, eux autres aussi, leur bouchée. Donc, c'est certain que si c'était de ça de groupe, il y a 200 piranhas dessus, bien là, la frénésie va apparaître. Toi-même, tu deviendrais frénétique. Tu vas avoir ta petite bouchée, il va falloir que tu te grouilles puis que tu gigotes pour te rendre jusqu'à la proie. Donc, c'est ça qu'à ce moment-là, la frénésie qui s'entraîne puis qui peut faire que les piranhas peuvent s'attaquer les uns les autres. Autre chose très importante de savoir sur les piranhas, c'est qu'ils vivent en banc, mais ils ont les contraintes du banc. Si tu es blessé ou tu es malade quand tu vis en banc, tu es expulsé du banc ou tu es dévoré par le banc. OK? Pas question de deux bancs qui se rencontrent non plus. Un banc chasse l'autre. OK? Donc, pour nous, c'est pour ça que pour nous, c'est très difficile. Il faut mettre le banc d'un coup dedans. Pas question de dire, bien là, je mets 15 piranhas, puis la semaine prochaine, je vais mettre 10 autres. OK? Les 10 autres, là, ils ne survivront pas. Ils ne seront pas acceptés par les 15 premiers. Puis les gens se sont servis de ça pour exagérer un peu les dangers que les premiers explorateurs avaient connus dans la maison. Okay, ils étaient sortis de la maison en disant « J'ai failli me faire manger par les piranhas au moins 40 fois, tout ça. Puis hey, j'ai mon voisin qui est tombé dans l'eau, puis on l'a jamais revu, sinon 2-3 fémurs qui flottaient, 2 fémurs qui flottaient plus bas. 3 fémurs, ça serait un peu trop, là. 2 fémurs qui flottaient plus bas. S'il y a des fleurs qui tombent sur le sol, des feuilles qui tombent sur le sol, ça se passerait en nature, ça va se passer aussi. On les ramassera pas. Mais ici, tu n'as pas d'activité microbienne. On va introduire toute une pédofaune qui va dégrader la matière organique qui va tomber sur le sol. Ça, c'est un travail qu'on fait avec l'insectarium actuellement. On va introduire des vers tropicaux, on va introduire tout ce qu'on pourrait avoir au niveau de la litière du sol qui dégradait cette litière-là. On va faire la lutte biologique, c'est-à-dire qu'on introduit les prédateurs des ravageurs de végétaux. Ici, sur le cercle rouge, dans le bas du petit papier, ce sont des œufs de mouches blanches qui sont parasités par une petite guêpe qui s'appelle Encarsia formosa. Alors, la guêpe pond ses œufs dans l'œuf de l'aleurode et on sait qu'elle s'est développée quand l'œuf de l'aleurode, qui est normalement blanc, là, devient noir comme ça. Donc là, il est parasité. Ça veut dire que ça contient effectivement de l'encarsia quand c'est noir comme ça. Il est-tu parasité en laboratoire? C'est fait en laboratoire, ça. Nous, on l'achète comme ça, OK? On l'introduit dans la forêt. Et la guêpe sort de l'œuf après un certain temps, au bout de quelques jours,
Et à nouveau, elle va se promener dans la forêt à la recherche d'autres œufs de mouches blanches, les parasiter à son tour. Et ainsi, cette méthode-là va permettre d'avoir un contrôle de la mouche blanche, qui est un insecte qui porte dommage à la végétation là, en aspirant la sève. Alors, c'est certain que cette méthode-là ne fait pas une éradication totale. Il va en rester de la mouche blanche, mais on va faire un contrôle. Il y en a aussi en nature des insectes, mais ils sont contrôlés. Il n'y a pas de phénomène de... Ils ont des prédateurs. C'est ça. Tandis qu'ici, il n'y en aurait pas si on n'avait pas introduit ça. Là, on recrée l'équilibre naturel en faisant ça, et ça permet d'éviter d'utiliser des pesticides aussi qui seraient contraires à ce qu'on veut créer ici, surtout avec les animaux. Il est hors de question d'utiliser aucun pesticide chimique. Oui? J'imagine qu'elle peut s'infiltrer dans les fissures et s'en aller à l'extérieur. Elle mourrait, par exemple, si elle sortait d'ici, elle mourrait dès que l'hiver arriverait. C'est une guêpe qui est vraiment tropicale. Puis de toute façon, c'est tellement spécifique. Quand on parle d'un parasite comme ça, c'est extrêmement spécifique. L'Ancarcia ne peut survivre qu'en présence de mouches blanches. C'est un parasite obligatoire. C'est pas qu'il n'y aurait plus une seule mouche blanche ici, elle s'éteindrait d'elle-même. Bon, le fou de bassin. On va chercher, nous autres, des poussins qui sont âgés environ entre 14 et 21 jours. Et le taux de mortalité à l'envol du fou de bassin est de l'ordre de 40 OK? Donc, à ce moment-là, on a fait un prélèvement à une période, à une classe d'âge, un groupe d'âge, tel que ça passe à peu près inaperçu dans la colonie comme telle. Est-ce qu'ils vont voler dans le Saint-Laurent marin? On l'espère qu'ils vont voler, mais c'est loin d'être garanti. Des fois, les animaux en captivité, faute d'activité extérieure, de recherche, de chasse, tout ça, vont manger puis vont devenir obèses. Comme toi, quand tu écoutes un film, le soir, tu as juste à manger des chips puis boire un gros coke. C'est la même chose. Il va falloir contrôler leur poids si on veut qu'ils puissent voler. L'envol, c'est le moment où le petit quitte le nid. À ce moment-là, il suit ses parents, puis là, il vole pour la première fois. Mais voler, dans son cas, ça veut dire se jeter en bas de la falaise. Comme il est bien gros, parce qu'il n'a pas fini de muer, puis tout ça, puis il faut qu'il se développe des graisses, bien, il tombe plutôt qu'il vole, puis il atterrit tant bien que mal dans l'eau, puis il y en a 40 qui meurent. Puis ensuite, une fois qu'il a mué tout ça, il faut qu'il puisse décoller de l'eau. Il y a beaucoup qui n'arrivent même pas à décoller puis à migrer vers le sud, vers la Floride, dans la région d'Allendale, où ça parle français en hiver. Mais tu as bien raison de dire qu'il doit apprendre à manger. Il faut tout qu'il apprenne, cet enfant-là. Pauvre petite bête qui serait si bien dans la nature. Qu'est-ce qui justifie de les avoir emmenés ici? D'un côté, laissez-moi peser mes arguments. D'un côté, vous vous doutez bien que la vie en milieu naturel n'est pas si rose que ça. Moi, je pense que vous la posez pour les fous de bassin, on peut la poser pour n'importe quelle espèce animale. Pourquoi la garder en captivité? Les fleurs que vous voyez, les arbres ici, ce sont les colibris qui fécondent ces plantes-là, ces pommiers-là. Donc, il y a une interface, une interaction extraordinaire. Sauf que dans la nature, les hommes, souvent, détruisent les animaux. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en détruisant les animaux, souvent, ils détruisent la forêt. Non pas parce qu'on la couperait, la forêt, mais simplement parce que les animaux, comme les singes, comme les chauves-souris, comme les coatis, ne seraient pas là pour transférer les semences, les graines dans leurs excréments ailleurs pour faire pousser la forêt nouvelle. Et cette interdépendance du monde animal et végétal est tellement forte. Donc, il fallait qu'on ait des animaux violents. Hey, Rachel, allez-vous la garder? On va la garder, mais oui, on va la garder. On les a mis là pour remplacer les caïmans en attendant. Mais on va ramener des plus petites parce que eux, là, c'est un petit peu trop dommageable pour cette section-ci, mais on va pouvoir les prévoir dans d'autres sections de la forêt. Pour certains animaux, la vie peut être plus rose en captivité qu'en milieu naturel. On les met à l'abri des variations climatiques, des rigueurs du climat, de l'approvisionnement en nourriture, des parasites, des prédateurs, tout ça. Pour certaines espèces, la vie est certainement plus simple. On ne doit plus garder en captivité des animaux uniquement pour plaire ou pour distraire les gens. Okay? Ça ne doit pas être gratuit. L'animal qui est gardé en captivité, en fin de compte, est un ambassadeur de son milieu naturel.
pour faire connaître qui le Saint-Laurent marin, qui la forêt laurentienne, qui le monde polaire. Faire connaître aussi aux chercheurs sur le plan de la recherche, comprendre la reproduction en captivité du fou de bassin. C'est là un exemple magnifique, je pense, de ça, pourquoi il faut garder une colonie de fou de bassin en captivité. Vous avez là une espèce qui était en danger d'extinction dans les années 70, suite à l'accumulation de DDT dans leur chair, puis le coquille d'œuf qui brisait d'elle-même, tout ça. Vous avez eu là une espèce qui a failli être détruite par l'homme. Puis on ne savait pas comment faire pour la reproduire en captivité. On aurait voulu prendre une population, la mettre en captivité, élever des oiseaux sans DDT pour leur permettre justement de se reproduire. Aujourd'hui, là, on veut le faire. La population est assez abondante. Là, on veut l'acquérir, cette expertise-là, pour comprendre. Puis aussi, advenant le cas, il y aura une catastrophe écologique, genre déversement d'huile autour d'île Bonaventure, puis que la colonie sera décimée comme telle, bien qu'on puisse avoir un stock de remplacement. On n'a plus de problème. Là, on comprend pourquoi il y a du fou de bassin dans le Saint-Laurent marin. Mario, avec les caïmans, il est-tu arrivé? Parce qu'il est parti avant moi du zoo, puis il n'est pas encore arrivé, ça a l'air. Il faudrait peut-être pas rentrer dans les jambes du premier ministre, là. Vous savez que le jardin botanique est apparu à la fin de la grande récession des années 30, dans des conditions sociales et économiques plus difficiles qu'actuellement. Et c'est devenu... Marie-Victorin offrait, par le jardin botanique, il offrait aux ouvriers francophones de l'Est de Montréal un paradis qui rappelait les terres qu'ils avaient quittées pour devenir ouvriers en ville. Anne Valois, c'est... Ah, Jacques Dancos, c'est là. Tu peux-tu... C'est avec beaucoup de plaisir et aussi un peu d'émotion et beaucoup de fatigue aussi, il ne faut pas l'oublier, que toute l'équipe du Biodôme, cette équipe extraordinaire, vous invite. Alors, le Biodôme vous appartient. Je n'ai plus rien à dire sur le Biodôme, il faut le voir, c'est à vous. Merci et bonne visite. Minute à l'autre, ils arrivent. Ah oui. On sort les lynx, les coatis sont sortis, les porcs épics sont là, tout le monde c'est le plein d'activité. Le paresseux, il est trop faible. Je pense que c'est 3 jours de jeûne, l'autre jour, là, ça y a pas fait. Hein? Merci. Bonne visite. Bonjour. Bonjour, bonne visite. Bonjour. Bonne visite. C'est bon, la chair de porc épic? Oui, dans les livres de survie en forêt, ils disent si tu es mal pris, c'est la viande que tu peux manger crue, il semble qu'il n'y a pas de parasites. On voit qu'il y a une bonne queue musclée qui lui sert même pour s'asseoir là, sur une branche. Mais ce qu'il va faire, supposons qu'il y a un lynx qui arrive qui est au sol. Sur le museau, on voit qu'il n'y en a pas de piquant. Hein? Alors, il va se cacher cette partie-là contre une roche, contre un tronc d'arbre. Puis là, il va lever ses piquants, puis même il peut claquer un peu des dents, là. Puis il va attendre là. Il y a juste un animal qui est vraiment un prédateur du porc-épic. Lui, il a trouvé la technique. C'est le pécan. C'est un genre je dirais, une martre. Ça ressemble un peu à une martre ou un gros vison. Lui, ce qu'il fait, c'est que le porc-épic est installé comme ça, protégé. Lui, il est capable de se glisser la patte en dessous puis le revirer sur le dos. Alors, à ce moment-là, le porc-épic, il n'y a pas de piquant sur le ventre. Fait que là, il peut l'attaquer, il est fait. Mais c'est vraiment le seul, le pécan, qui est le prédateur du porc-épic. Après l'homme, là, l'homme et les autoroutes. Il y en a un qui est pâle, l'autre. Oui, c'est un trait qui arrive des fois chez les animaux. Il est albinos. C'est un peu le bourgo du biodôme. Non. C'est parce qu'il est albinos. C'est de naissance, là. C'est génétique, là. Alors, si elle avait... C'est la femelle, ça, si elle avait les yeux ouverts, on verrait qu'ils sont rouges aussi. Si on considère le visiteur comme une machine à enregistrer, bon, une orchidée, bon,
Si visiter le biodôme, ça consiste à associer des noms de plantes ou des comportements bizarres d'animaux à un lieu, hein, eh bien, c'est raté. C'est raté, alors ça va avoir l'effet contraire de celui qu'on souhaitait. Et alors, des choses vivantes vont servir à renforcer la vision mécaniste du monde, tandis que si on administre bien ce biodôme, conformément à ce qu'il est au fond, eh bien, on va trouver le moyen de favoriser un rapport que je qualifierais de poétique entre les visiteurs et les réalités vivantes qu'il y a sous leurs yeux. On n'a pas ici au Québec, nous autres. Ça fait pas assez chaud. Au Mexique, les enfants se mettent ça pour vous. Oui, ils s'amusent beaucoup avec ça, c'est vrai. Vous êtes allé au Mexique? Oui, oui. Oui. Pour répondre à ta question, c'est un iguane. Est-ce que tu le vois? Bon. Suis la branche, là, qui est à ta droite, là. À un moment donné, elle fait comme un zigzag, là. Mais si tu vois, il y a comme une genre de quelque chose de rond. Ça, c'est sa queue. Le potentiel du biodôme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne voudrais pas prendre le risque que le biodôme retombe à une attraction touristique disneyesque ou quelque chose dans le genre. Ça serait dommage. Il faut du Disney, il faut du McDonald's, il faut du Coca-Cola. Mais nous sommes dans une perspective autre que celle-là. Nous partons de l'enfance pour atteindre le milieu international, les grands chambardements qui se passent à l'échelle de la planète. Eh bien, et ici, on peut les situer, on peut les comprendre, on peut les éprouver. Il y a tout ça dans le biodôme. J'étais sceptique au départ, comme beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques qui s'imaginaient que ce projet-là était infaisable. Là, je le vois comme étant non seulement faisable, mais il est réalisé. C'est sûr qu'on peut avoir des problèmes d'ordre scientifique, mais ça va être mon rôle à moi. Oui, Normand? On est rendu environ à 13 000 personnes actuellement. On rentre actuellement environ 12 à 1300 personnes à l'heure. On en plus jusqu'à 1500 personnes à l'heure, un peu plus tôt dans la journée. On devrait faire entrer encore entre 5 et 6 000 visiteurs depuis la fermeture, ce qui va porter le total aux alentours de 18 à 19 000 personnes aujourd'hui. Je tiens tout seul, là, comme... C'est les Nike. Comme mes jeans, là, de ce temps-là, que j'ai plus le temps de laver, comme, comme tout le reste. Suivez la branche de droite, là. Là, la branche de droite. Elle fait comme un croche, un zigzag, puis il y a une queue de lézard là-dedans, là. Donc là, en vous penchant, vous allez même deviner un peu son corps, là. Il est comme vis-à-vis de la grosse feuille brune, là. Oh oui! Oh, il est tellement beau! C'est une plante. C'est encore plus beau que le rêve. Parce que ça, c'est la réalité. Moi, quand je vois les sternes, les mouettes tactiles me passer sur la tête, c'est très beau. C'est pas dangereux, ça? Non, il n'y a rien de dangereux dans notre bassin, là, pour l'instant. Ça mord pas, c'est pas dangereux. On me demande si c'est vivant. Oui, bien sûr. Vous voyez l'étoile de mer, je la tiens comme ça. Hein, je la retiens pas, puis elle se tient. C'est pas dur à décoller, ça, sur ma main. Non, c'est pas dur à décoller. Regardez. On peut voir. OK? Ça, c'est ces petits podia, ces petits pieds qui sont en fait des petites ventouses. Et c'est son système de locomotion. Elle se déplace avec ces petits podias-là. Elle les colle, les décolle, et c'est ce qui lui permet d'avancer. Oui, mais une autre particularité, elle est capable de faire de la régénérescence. Si on coupe l'étoile de mer en 6 parties égales, là. Chaque partie qui comprend une partie de son disque central ici, parce qu'il y a des organes qui sont très importants pour sa survie, juste ici, bien, ça va faire 6 étoiles de mer. Avec son estomac, il y a une partie qui n'aura pas d'estomac, ça peut pas Non, c'est ça. Il faut qu'elle contienne justement une partie... Oui, c'est ça. Compte tenu de tout ce que nous savons sur les atteintes à l'environnement, comment se fait-il qu'il y ait si peu de choses qui se fassent pour redresser la situation? Konrad Lorenz disait il y a déjà 20 ans, si peu de choses se font, c'est parce que nous n'avons que des idées abstraites sur la question. Tant que nous n'aimerons pas profondément la nature, la vie, tant qu'il n'y aura pas des émotions profondes qui vont correspondre à notre savoir abstrait, nous n'aurons pas l'énergie requise pour faire les choix difficiles qui s'imposent. Oui, qu'est-ce que c'est, ça? D'autres choses qu'on peut retrouver.
c'est un petit Bernard l'ermite. Vous avez sûrement tous déjà vu ça. Ça lui appartient pas, cette coquille-là. Et il va la trimballer tout le temps, tout le temps. Et au fur et à mesure qu'il grandit, le Bernard va changer de coquille pour en prendre une plus grosse. On pourrait regarder, mais ça me tente pas. Il est très vulnérable. Je veux pas le sortir de sa coquille, là. Ça a l'air que pour le faire sortir, il faudrait siffler. Je pense que c'est un mythe, par exemple. Le Bernard l'ermite, c'est un petit crabe. Oui. D'un retardement. OK. Oui, ça marche. Joanne Rachel. Oui, Joanne. Le premier visiteur du biodôme est arrivé à 5h moins quart ce matin et il s'appelle M. Alphonse Huard. Il a 71 ans et il a amené son sac à lunch et il a attendu jusqu'à 9h pour entrer. Il avait la voix un peu éraillée parce qu'il faisait froid. Il a fait 3 fois le tour. Une première fois parce qu'il était très énervé. Une deuxième fois vraiment pour voir. La troisième fois qu'il a fait le tour, il a dit « Bon, mais là, il faudrait quasiment que je m'en aille pour laisser la place aux autres. » Alors, pour cette première journée, les animaux se sont quand même très bien comportés malgré le nombre de visiteurs imposants. Les lynx ont sorti raisonnablement et naturellement, c'est une première pour eux autres aussi. Les loutres sont continuellement à se baigner, à jouer, il n'y a aucun effet. Les porc-épics sont très bien aussi. Les castors sortent et entrent de leur hutte. Il n'y a vraiment pas d'impact sur le monde animal. Je pense que les animaux sont aussi curieux